À 7h35 sur la première, ni le terrorisme ni le djihad ne sont des phénomènes nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est l'association du terrorisme et du djihadisme avec la quête délibérée de la mort. Cette thèse, c'est celle défendue par le politologue Olivier Roy, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, qui fait paraître ces jours-ci aux éditions du Seuil un ouvrage justement intitulé Le djihad et la mort. Pour l'auteur, l'association systématique de la mort constitue une des clés de la radicalisation actuelle. En d'autres termes, la dimension nihiliste y est tout à fait centrale. Mais alors pourquoi, depuis près de 20 ans, les acteurs du terrorisme et du djihadisme choisissent-ils la mort systématique ? Qu'est-ce que ça dit du radicalisme islamique contemporain ? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés ? Olivier Roy nous fait le plaisir d'être notre invité. Ce matin, il est de passage à Genève. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité jusqu'à 8h, Olivier Roy. On vous en remercie. Selon une formule qui est devenue célèbre et que vous aviez tenue sur nos ondes d'ailleurs, fin 2015, vous aviez dit que plutôt que parler de radicalisation de l'islam, il fallait parler d'islamisation de la radicalité. Ça avait marqué les esprits. Avec une petite année de recul, vous dites toujours la même chose ? Oui, bien sûr, parce qu'on a une base de données, on connaît les terroristes, on connaît leur vie, on connaît aussi beaucoup de ceux qui sont partis faire le djihad en Syrie, et il y a quand même un certain nombre de points communs. Par exemple, on a une très forte proportion de convertis, donc on peut pas dire que ces gens-là ont baigné dans une culture islamique chez eux, dans leur famille. Ils se convertissent et ils partent souvent très très vite faire le djihad ou commettre un acte terroriste. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui rejoignent le djihad, alors que c'est pareil, elles n'ont pas du tout de passé religieux. Et la plupart des terroristes, les gars du Bataclan, les frères Kouachi, etc., ont un passé de petits délinquants, de fumeurs de hashish, de gens qui fréquentaient les bars et qui n'avaient pas de pratiques religieuses évidentes. Donc on peut dire que ces gens-là sont devenus radicaux et fondamentalistes, si je peux dire, en même temps. Ils ont inscrit leur radicalité, leur rupture dans un grand récit islamique, qui est le récit de Daesh. Donc la dimension islamique est importante, bien entendu. D'autres radicaux ou d'autres nihilistes font autre chose que du terrorisme ou du djihad. Il y a ceux qui vont tuer leurs petits camarades dans leur lycée, comme les gars de Columbine aux États-Unis. Mais là, on a une catégorie bien précise de jeunes qui inscrivent leur nihilisme, leur rupture, dans un grand récit du califat et du djihad. Vous dites que cette radicalité est appuyée sur une connaissance quasi nulle de l'islam et du Coran. Pourtant, ils n'ont que ces deux mots à la bouche. C'est un paradoxe ou ça n'en est pas un ? Pas dans leur esprit. Ils savent qu'ils vont mourir. Tous ces gars-là meurent, et celui qui ne meurt pas comme Abdeslam, bon, il s'enferme dans son silence. Mais il meurt même quand c'est pas utile. Il pourrait très très bien déposer une bombe, une voiture piégée, etc., et partir comme le faisaient tous les terroristes des années 70 et 80. Non, eux, ils meurent. Et donc la dimension de la mort est fondamentale. Alors comme ils savent qu'ils vont mourir, ils sont persuadés, ça je le crois, qu'ils vont aller au paradis. Dans le fond... Donc il y a un romantisme derrière tout ça. Il y a un romantisme de la mort. Il faut dire les choses comme ça. Oui, c'est ce que j'appelle un nihilisme. Ils sont fascinés, effectivement, par la mort. Et comme ils sont persuadés qu'ils vont aller ensuite au paradis, à quoi bon passer sa vie à respecter des normes religieuses très très strictes, les 5 prières, le halal, etc., puisque d'un seul coup, la mort va racheter tout leur passé de pécheurs. Il y a cette dimension un peu aussi mystique qui est très très importante chez eux. Mais pourquoi passe-t-il alors par le Coran et par un prétendu islam si vous dites qu'au fond ils n'en ont rien à faire puisque de toute façon la mort les conduira au paradis ? Pourquoi se réclamer quand même du Coran ? C'est quoi ? C'est un label obligatoire ? Je ne comprends pas très bien là. D'abord, si vous voulez aller au paradis, il faut une religion. C'est vrai. On va pas... donc le Coran, le grand récit de Daesh, leur offre effectivement un discours sur le... Oui, un discours sur le salut. Oh non, c'est plus que ça. Hein. Ils sont convaincus qu'ils vont aller au paradis. On le voit bien d'ailleurs. Il y a une manière, tout le monde était très frappé par cette manière très froide avec laquelle ils tuent. C'est pas des gars qui sont drogués, c'est pas des gars qui sont dans un état d'excitation ou de pathologie. Enfin, pour la plupart d'entre eux, ils font le passage comme les gens de la secte du Temple solaire qui se sont tous suicidés en même temps, par exemple. Oui. Donc on retrouve ces comportements
ailleurs que dans l'islam, mais eux, ils ont choisi ce grand récit islamique parce qu'en plus, je dirais, c'est le seul qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Si vous êtes un jeune en rupture et si vous voulez faire un acte spectaculaire, si vous voulez devenir un espèce de héros négatif qui fera la une des journaux et de la télévision, c'est Daesh, c'est le djihad. Si autrement vous tuez au nom d'autre chose ou parce que vous n'aimez pas votre voisin, c'est un fait divers. Le discours islamiste est le seul qui a sur le marché, je reviens sur ce terme, Olivier Roy, le marché, c'est la faillite totale de nos sociétés contemporaines. Total, bon, n'exagérons presque pas. Total. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a, et ça, je suis pas le seul à le dire, et ça concerne pas seulement les questions d'islam, mais il y a une espèce de vide, de vide religieux, de vide politique. On sait très bien que bon, le politique est complètement dévalué aujourd'hui, alors qu'il y a 20, 30 ans, les jeunes pouvaient se mobiliser pour des grandes causes politiques. C'est complètement fini. Le nationalisme s'est dégradé en espèce de populisme qui n'est pas très très fascinant, qui est réactif, je dirais. Et puis les grands récits de l'extrême gauche, la révolution avec un grand R, les Che Guevara, etc. Ouais. La bande Abadère aussi, c'était des idéalistes de ce type, oui. Oui, qui se sont suicidés d'ailleurs. Qui se sont suicidés, oui. Pour moi, c'est le passage, la bande Abadère. C'est la fin, disons, de l'espérance révolutionnaire, et on passe dans le nihilisme. Aujourd'hui, je dis pas que l'extrême gauche n'existe pas, mais l'extrême gauche, c'est complètement, j'allais dire, provincialisé. Maintenant, on se bat pour défendre un petit bout de territoire. Occupy Wall Street, la nuit debout à Paris, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à Nantes, etc. L'extrême gauche, et je dirais pas qu'elle est devenue populiste, mais elle est anti-globalisation maintenant. Elle est contre l'Europe. Donc elle n'a plus de discours universaliste, elle n'a plus de discours global. Le seul discours global de rupture totale avec l'ordre actuel, c'est effectivement le discours de Daesh ou d'Al-Qaïda. Et il n'y en a pas d'autres, vraiment, du côté des idées ou des idéologies politiques? Il n'y a plus rien d'autre que l'islam, que cet islam-là, un peu synthétique? Les autres idéologies sont des idéologies de repli, de fermeture, populisme, nationalisme. Ou bien, vous avez après des formes de revivalisme religieux qui sont très frappantes aujourd'hui, avec les évangéliques américains, avec le mouvement charismatique dans l'Église catholique. Là, vous avez à nouveau une problématique du salut, mais qui est pas nihiliste du tout, et qui n'est pas de la rupture politique avec l'ordre mondial, qui est plutôt, disons, des croyants qui cherchent à s'organiser en communauté de foi pour vivre pleinement leur foi. Voilà, donc cela évidemment ne pose pas de problème politique, encore moins de terrorisme. Alors Olivier Roy, on va revenir sur la façon de s'attaquer à ce nihilisme-là et à ce mal-là, mais un mot peut-être de l'actualité, vous l'avez entendu tout à l'heure, ce jeune Syrien d'origine qui s'est suicidé cette nuit dans sa cellule à Leipzig, dont on disait qu'il allait commettre ou qu'il avait le projet de commettre un attentat dans un aéroport à Berlin. C'est aussi cette mort-là, un suicide en prison, et de toute façon sa vie était terminée, c'est aussi de ce nihilisme-là qu'il s'agit selon vous dans ce cas-là? Oui, bon, je ne connais pas les faits, mais probablement ce gars-là voulait se faire sauter. Il s'était installé dans la perspective qu'il allait mourir dans l'action. Et puis il s'est fait très bêtement attraper par ses compatriotes. Donc pour lui, c'est l'échec de la grande évasion, si je peux dire. Et il se suicide. C'est parfaitement dans la logique de ce nihilisme. Alors, qu'est-ce que ça dit, tout ce qu'on est en train de dire du radicalisme islamique contemporain, cette théorie, cette idéologie sur le marché? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas ou il ne faut plus partir de l'islam, plus partir du discours salafiste pour cerner ces nouveaux visages du terrorisme? Autrement dit, que la déradicalisation ne passe plus par aller regarder de plus près dans les mosquées, aller regarder de plus près le discours des imams. C'est pas par là qu'il faut commencer, notamment en France, on fait ça, on se trompe de combat, on se trompe de point de départ. Pas vraiment. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que les jeunes radicaux ne sont pas d'abord passés par l'étape salafiste, par l'influence d'un imam, par une vie dans une mosquée, etc. Ils ont sauté ça. Mais ça ne veut pas dire que le salafisme ne pose pas de problème. Parce que la question, c'est quand on parle d'islam, qu'est-ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui? Et il faut évidemment que cette demande de religieux soit remplie de manière satisfaisante. Et le salafisme, je dis pas que c'est du terrorisme, pas du tout,
mais c'est une religiosité de rupture, de refus d'intégration, bien entendu, de refus de jouer la société qui existe, de refus de s'adapter, disons, à une culture occidentale, même si pour moi, ils sont dans le fond profondément occidentalisés. Et donc, on n'a pas d'interlocuteur avec les salafis. Et les salafis ont beaucoup de mal, même quand ils sont gentils, entre guillemets, ils ont beaucoup de mal à toucher ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là leur disent, attendez, si vous êtes logique, il faut passer au djihad. Bon, donc le salafisme pose un problème, parce que là aussi, il occupe l'espace religieux du côté musulman, parce qu'on n'a pas grand-chose en face. Et je pense qu'il faut effectivement saturer l'espace religieux musulman par des discours ou par une pratique religieuse, une conception de la religion beaucoup plus intégrée. Je ne dirais pas modérée ou libérale, je ne sais pas ce que c'est qu'une religion modérée. Il n'y a pas de religion modérée, Olivier Roy, par essence, non? Non, il n'y a pas de religion. Est-ce que le calvinisme est modéré sur le plan théologique? J'ai vu que vous étiez protestant d'origine, vous en connaissez un rayon sur la question. Hein. Calvin était un radical théologique, mais on peut être un protestant modéré dans la vie. C'est pas la religion qui est radicale, c'est le croyant. Et en France en particulier, on a cette idée que pour être un croyant modéré, il faut être modérément croyant. C'est-à-dire, moins il y a de religion, moins il y a de radicalisme. Du coup, au lieu de saturer l'espace avec des gens qui sont en demande spirituelle, avec du religieux, on expulse le religieux, on expulse le religieux de l'espace public. Et ce qui fait qu'on remet le religieux, clé en main si j'ose dire, aux radicaux. Et on laisse la prise à ce discours un peu fabriqué, un peu synthétique d'islamisme, enfin de radicalisation de l'islamisme. Il faut quoi? Il faut faire revenir le religieux, il ne faut pas le refluer, c'est ça? Si on chasse le religieux, il va revenir par la fenêtre sous une forme violente. Il faut au contraire accepter le religieux dans le cadre des lois existantes. Et en plus, en France, on a la loi de 1905, qui est un parfait cadre de cohabitation de la laïcité et du religieux. Et au lieu de ça, on diabolise, si j'ose dire, ce qui est la pire des choses à faire, diaboliser le religieux. Parce que là, on le remet effectivement aux mains du diable. Mais justement, Olivier Roy, on entend des gens comme Caroline Fourest, par exemple, qui est une intellectuelle très profilée en France, etc., qui a écrit des bouquins sur Tariq Ramadan et sur d'autres, qui, elle, véritablement brandit la laïcité à tous les étages. On entend beaucoup ce discours en France et pas seulement. Pour vous, c'est un peu délétère au fond et c'est un discours un peu dangereux. Oui, c'est un discours dangereux. D'abord pour ça, parce qu'en chassant le religieux, on va faire venir sous d'autres formes. Et puis parce que la laïcité, au lieu d'être un principe juridique et constitutionnel, est devenue maintenant en France une idéologie. Et en fait, c'est pas une idéologie. On construit pas une société sur la laïcité. La laïcité a besoin d'un ennemi pour exister, donc du religieux. Et on est complètement en décalage avec les fondements juridiques de la laïcité, qui sont pas du tout l'exclusion du religieux de l'espace public, mais l'organisation de la pratique religieuse dans l'espace public. La loi de 1905, elle est sur les cultes. Elle est ni sur la religion, ni sur la foi. Parce que ça, on ne peut pas légiférer, on ne doit pas légiférer sur la religion ou sur la foi quand on est dans un État démocratique moderne. Donc ça, c'est une des réponses. Ne pas refluer le religieux, sinon il revient par la fenêtre. La seule faiblesse que Daesh met à jour, écrivez-vous dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure, c'est la faiblesse que nous attribuons. Ça, c'est très important. Cette faiblesse n'est vraiment qu'un fantasme, Olivier Roy? Oui, c'est-à-dire, on pense d'abord que Daesh pourrait mettre à bas nos sociétés. Bon, c'est quand même avoir une image très négative de nos propres sociétés. Et on pense que y a toute une théorie comme quoi Daesh voudrait lancer la guerre civile en Europe entre les musulmans et les autres. Le problème, c'est que pour faire une guerre civile, il faut être deux. Et les populations musulmanes en Europe sont pas du tout du côté de Daesh. On le voit bien, ces petits jeunes, ils sont à la marge de leur propre communauté, si je peux dire, qui n'est même pas une communauté d'ailleurs. Donc, on a ce qu'on appelle les émeutes de banlieue en France qui n'ont strictement rien à voir avec l'islam. C'est un petit peu comme Black Lives Matter, c'est-à-dire c'est des jeunes qui protestent contre ce qu'ils perçoivent, à tort ou à raison, comme un harcèlement policier. Black Lives Matter, c'est aux États-Unis, le mouvement de défense de la cause noire. Oui, et on a ces mouvements de révolte de jeunes défavorisés contre la police. Bon, c'est un phénomène très... Ça n'a rien d'idéologique, ça n'a rien de politique, et ça n'a rien de religieux. Donc tous les incidents violents qui impliquent quelqu'un d'origine musulmane sont immédiatement référés à la division du pays entre musulmans et les autres. Or, on oublie toujours qu'il y a beaucoup plus de musulmans dans les forces de sécurité en France que dans Daesh en particulier. Et on va même jusqu'à voir de l'islam là où il n'y en a pas. Par exemple, il y a récemment en Corse, il y a eu un incident sur une plage entre des gens d'origine maghrébine et puis des Corses. Et on a raconté... c'est de là qu'est parti
partie l'affaire du Burkini. Oui. Or, il n'y avait pas de Burkini. C'est-à-dire, tout le monde a vu un Burkini là où il n'y en avait pas. Bon. Et si un jeune se bat à coups de cailloux, s'il est d'origine musulmane, on va dire il fait de la lapidation. On islamise systématiquement toutes les formes d'incivilité, de révolte que peuvent connaître les jeunes issus de l'immigration. Dépassionner et désislamiser la perception des choses, c'est aussi par là qu'il faut commencer, Olivier Roy. Bon, on va commenter la presse qui nous ramène à l'actualité de pays que vous connaissez très très bien. Vous aviez fait à l'époque la guerre d'Afghanistan. On va partir non pas en Afghanistan, mais en Irak. Esther Coco, Valérie Droux, vous êtes avec nous. En Irak, où chacun a son propre agenda pour libérer la ville de Mossoul. Oui, la coalition internationale contre l'État islamiste s'effrite avant même d'avoir donné l'assaut contre la ville irakienne de Mossoul, dit Le Boun ce matin. Alors qu'une offensive d'envergure est en préparation, le département des Affaires étrangères américain a tenté de désamorcer les tensions mardi soir, appelant toutes les forces à agir sur place en coordination avec le gouvernement irakien et sous les auspices de la coalition internationale. Mais les tensions sont déjà palpables. Le gouvernement irakien se dispute avec les Kurdes de son pays et la Turquie. Les Kurdes et les milices sunnites soupçonnent les chiites de servir les intérêts de l'Iran. Bref, chacun a son propre agenda pour le jour où Daesh aura quitté la ville. Alors jusqu'à présent, les États-Unis pensaient pouvoir fédérer les intérêts tout en menant la bataille décisive. Aujourd'hui, ils doivent avant tout empêcher la désintégration de cette coalition avant le premier coup de feu. Vous connaissez bien le terrain aussi, Olivier Roy, évidemment. Mossoul, la coalition internationale s'effrite contre Daesh. C'est évidemment un motif d'inquiétude. Qu'est-ce qui reste à faire encore maintenant ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Daesh, c'est un épiphénomène. Hein. Daesh s'est installé dans cette zone-là parce qu'il y a un vide qui a suivi l'intervention militaire américaine en Irak et parce que les Arabes sunnites de la région estiment qu'on les a privés de toute représentation politique, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Bon, donc à la base de l'implantation de Daesh, il y a un problème politique de fond. Quelle est la place des Arabes sunnites dans le jeu politique des deux pays, Irak et Syrie ? Mais là-dessus se branchent tous les problèmes régionaux. Les Kurdes, évidemment, leurs revendications depuis plusieurs décennies. Les Turcs ne veulent surtout pas d'un Kurdistan. Les chiites s'estimaient eux aussi en Irak victimes des sunnites, donc maintenant s'appuient sur l'Iran, etc., etc. En fait, le problème de fond, c'est que chaque ennemi de Daesh a un ennemi plus important que Daesh, et qui en général l'autre ennemi de Daesh. Bon, pour les Turcs, Daesh ça durera pas. Donc leur vrai problème, c'est les Kurdes. Pour les Kurdes, Daesh, dans le fond, ça affaiblit la coalition arabe sunnite en face d'eux, ça empêche qu'il y ait un nouvel État central fort en Irak, et les Kurdes ont besoin qu'il n'y ait pas d'État central fort en Irak pour pouvoir pérenniser leur Kurdistan. Bachar al-Assad, son véritable ennemi, c'est l'autre opposition, c'est l'opposition plus centriste, plus modérée, etc. C'est pas Daesh. Bachar a besoin de Daesh pour être reconnu par l'Occident. Donc Daesh arrange pas mal de monde, si on peut dire ça, là, cyniquement. Mais oui, les Saoudiens n'aiment pas Daesh, sauf que si Daesh s'en va, c'est la coalition dirigée par les Iraniens qui va occuper l'espace. Ils veulent surtout pas de ça. Donc, c'est tout à fait normal que chaque fois qu'on pense qu'il y a la victoire est proche, tout le monde anticipe sur qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, et tout le monde sait qu'il va se retrouver contre l'autre ennemi de Daesh. Donc, ça bloque tout. C'est pour ça que Daesh continue à survivre. Oui, mais au fond, Daesh a encore promis un bel avenir tant qu'il arrange ses intérêts géopolitiques locaux. C'est ce que vous nous dites. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait un accord politique entre les acteurs régionaux, à commencer par l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et ça, c'est pas pour demain. Oui, effectivement. Le Tag Handseiger, on reste sur le djihad. Esther parle d'un nouveau programme. Tiens, on parlait de cette question. Un nouveau programme pour déradicaliser les jeunes fascinés par le djihad. Oui, car la Suisse entreprend actuellement beaucoup de choses pour éviter que d'autres hommes ou femmes partent vers le djihad. Parole de André Duvillard, délégué de la Confédération et des cantons du Réseau national de sécurité. Par exemple, il faut cibler davantage les thérapies en fonction de la situation. On ne traite pas la même chose un jeune en phase de radicalisation qu'un jeune combattant de retour du djihad. L'Université de Zurich a donc mis en place une thérapie ciblée par degré. Degré jaune, par exemple, pour un jeune en phase de radicalisation. Degré rouge pour des jeunes déjà radicalisés. 11 séances de 2 heures peuvent parfois suffire. Et cette thérapie ciblée pourrait s'appliquer aux frères et sœurs de Winterthur, partis faire le djihad et de retour en Suisse depuis 10 mois. On parle vraiment de thérapie, là, Olivier Roy. Est-ce qu'on peut déradicaliser un jeune qui est dans cette veine nihiliste ? Est-ce que ça marche ?
Bon, ça peut peut-être marcher pour des très jeunes, 14-15 ans, surtout les convertis, etc. Mais les autres, je veux dire, c'est des gars qui ont choisi délibérément le djihad, la radicalisation, le terrorisme, etc. C'est pas une pathologie. Qu'il y ait des gens à pathologie fragile qui soient fascinés par Daesh, bon, oui, c'est évident. Mais on a affaire, avec par exemple l'équipe du Bataclan, on a affaire à des militants, à des durs, qui choisissent délibérément d'être durs. Alors je vois pas comment on peut les déradicaliser. On n'est pas dans Alcoolique Anonyme ici. C'est bon le gars qui, j'imagine pas un type qui va voir le médecin en disant j'ai besoin d'une cure de déradicalisation. Chaque fois que je passe devant un café et que j'ai une Kalachnikov, je tire. Docteur, aidez-moi. Ça marche pas, ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors avec ces jeunes au fond, s'ils sont en prison ou s'ils sont déjà repérés par les services de l'État? Comment traiter avec ces jeunes? Alors il y a le traitement sécuritaire, évidemment, c'est-à-dire un jeune chez qui on trouve du matériel laissant penser qu'il veut aller faire le djihad ou un attentat, il est arrêté, etc. Il faut les obliger, je dirais, à prendre leurs responsabilités, à avoir un discours effectivement politique. C'est d'ailleurs pour ça, de manière très intéressante, qu'Abdeslam, le seul survivant de Paris, se tait. Et ses avocats démissionnent, on a vu ça hier. Oui, et se taire, dans le fond, c'est faire comme s'il était mort. Alors qu'au contraire, il faut qu'il parle. Bon, évidemment, on ne va pas les torturer pour qu'ils parlent. Mais je crois qu'il faut les pousser à tenir effectivement un discours politique. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont en tête, etc. Je ne crois pas, disons, aux soins médicaux, psychiatriques ou autres, pour les radicaux. Ça à mon avis, ça ne va pas marcher, sauf encore une fois, pour des très jeunes. Alors dans Le Temps, vous êtes politologue, on va parler un peu de politique française. Dans Le Temps, le correspondant du journal à Paris s'interroge ce matin, Valérie Drouot, sur le livre de François Hollande, Un président ne devrait pas dire ça, qui est sorti hier. Comment la France en est venue là? C'est le titre de la chronique. Comment en est-on arrivé là pour qu'un chef de l'État français devienne, par journaliste interposé, dans un livre, le commentateur de son propre mandat? Tout y passe dans ce livre, l'islam ou Julie Gaillet. On n'est plus à l'Élysée mais au café du commerce présidentiel, dit-il. Comment, après un tel étalage de semi-confidence, peut-on réussir à incarner de nouveau la fonction? Et il élargit la question à d'autres essais pamphlets de ces dernières semaines, hyper, voire trop médiatisés. La cause du peuple de Patrick Buisson et Un quinquennat pour rien d'Éric Zemmour. Deux essais qui font remonter à la surface la terrible noirceur du débat politique hexagonal, dit-il, et le fossé entre les électeurs et les élites supposées les représenter. Et de s'interroger, n'y a-t-il donc rien à sauver de cette dernière décennie, torpillée par l'ultra-velléitaire Sarkozy et le tacticien mou Hollande? Observer la France politique est un exercice vertigineux. Et rapide, puisqu'il nous reste 30 ou 40 secondes. Désolé Olivier Roy, votre regard sur ce terrible dilemme entre le velléitaire Sarkozy, le tacticien mou Hollande. Est-ce qu'il décrédibilise la fonction en publiant un livre tel qu'il le fait là ces jours? À mon avis, oui. Et ça a été commencé par Sarkozy. Les deux derniers présidents, dans le fond, n'ont pas occupé la fonction de président de la République. On est dans la pipelisation maintenant, mais je ne crois pas que leur tactique qui consiste maintenant à parler d'eux, à paraître sympathique, etc., va les aider dans les compétitions électorales, au contraire. C'est la troisième voie qui va l'emporter, Juppé par exemple? Les gens ont la nostalgie d'un vrai président, et Juppé a toutes les apparences, y compris l'austérité, d'un vrai président. Une forme de protestant, un peu. Merci beaucoup, Olivier Roy, d'avoir été notre invité. Vous êtes de passage à Genève. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le djihad et la mort, paru aux éditions du Seuil. Excellente journée.